Salut les amis, bonsoir à vous, il est 23h03, on sort d'un très très beau 0-0 entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, j'espère que vous allez bien. On a vu un match plutôt correct, on va être honnête, on va commencer par le positif, un match plutôt honnête dans l'absolu, dans le contenu, mais qui a manqué beaucoup de calcium, beaucoup de mordant et qui ne nous a pas permis malheureusement d'aller chercher la victoire, match nul 0-0 donc contre une équipe de Brest qui vraiment avait pas très envie de jouer au foot en arrivant au Groupama Stadium ce soir. Brest qui n'a fait globalement que défendre et grand bien leur face. Après tout, ils repartent avec un point qu'ils n'ont pas foncièrement volé puisqu'ils ont été mis en danger à intervalles relativement réguliers mais sans grand danger non plus. Voilà, un résultat décevant quand même puisque c'était une équipe de Brest très faible. Il y avait Chermoy, comme on disait il y a 2 ans, il y avait clairement moyen de disposer de cette équipe de Brest et de se rapprocher de Lille à la 6e place pour éventuellement rêver de la Coupe d'Europe des très pauvres, l'Europa Conférence l'année prochaine. Malheureusement, c'est une nouvelle occasion ratée pour l'Olympique Lyonnais ce soir, qui pour le coup a montré des choses positives collectivement, mais de certaines lacunes en attaque et beaucoup de lacunes au niveau du calcium, tout simplement. Ça manque d'Actimel du côté de l'Olympique Lyonnais. On le savait, ça a clairement monté de l'Actimel. C'est pas un montage derrière, c'est une image que j'ai trouvée sur un site d'auto-école de Brest. Voilà, j'ai mis le bus de Brest, puisque visiblement on peut conduire le bus du Stade Brestois dans cette auto-école. Si vous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce. Merci beaucoup de me suivre là-bas et de donner de la force là-bas. Voilà, la rediff sera disponible comme d'habitude dans la foulée de la fin de ce débrief. Voilà, bon bref, 0-0, mais un match qui quand même, dans le fond du fond, fait quand même un petit peu plaisir. On m'avait souvent reproché de voir toujours le négatif. C'est pas un mauvais match dans le contenu, on voit du progrès. Il a manqué la finition, mais ça va en vrai, ça va. C'est pas un bon résultat, il y a beaucoup de choses qui ont été frustrantes. Et on parlera, je vous vois dans le chat, oui, on va parler du coaching de Laurent Blanc, on va parler des choix d'hommes de Laurent Blanc. Oui, on va parler de la compo de départ avec 3 milieux défensifs et surtout de la compo finale avec 3 milieux défensifs et 3 numéros 9 un peu éparpillés partout sur le terrain, de la rentrée de Dembélé. Oui, on a plein de sujets à aborder. Regardez, ils sont tous là. Le plan est là. C'est que Brest en face. Oui. Effectivement, on va parler de la 8e minute. On n'insulte pas, s'il vous plaît. Théo, je te vois dans le chat. On n'insulte pas Laurent Blanc. On va parler de tout ça. On a quelques trucs quand même à débriefer. Les coups de pied arrêtés de Cacré, on va en parler aussi, effectivement, puisque bon, on a vu des choses. Alors, on n'a pas vu que du négatif. On va commencer par le positif. On va quand même pas râler H24. C'est probablement, dans le contenu, le meilleur match de l'Olympique Lyonnais depuis la reprise, tout simplement. On a vu un Olympique Lyonnais pas vraiment mis en danger. Il y a eu une grosse occasion pour Franco Nora qui n'a pas donné suite. C'est un match qui a été dominé et qui aurait dû se terminer. Enfin, vous savez quoi, on va aller regarder les stats, vous allez comprendre. Voilà les stats de la journée. 75% de possession pour l'OL, 27 tirs à 8, seulement 8 tirs cadrés et 90% de passes réussies. Dans le contenu, c'est un bon match. C'est un bon match, il faut être à peu près honnête. C'est un match qui témoigne d'une certaine progression collective et c'est un match qui, je pense, doit être gagné 9 fois sur 10. Malheureusement, on a manqué de relief en attaque, on a manqué de mordant. On parlera de Cherki, à qui visiblement on a confisqué la touche carrée, même s'il a fait un excellent match dans l'absolu. On parlera du milieu avec 3 milieux défensifs qui manquent quand même beaucoup d'étincelles. Voilà, on parlera surtout du coaching. On parlera du coaching de Laurent Blanc puisque cette fin de match a été quand même relativement tristoune. On avait le sentiment en fin de match qu'on pouvait jouer ce match pendant 150 minutes, qu'on n'arriverait pas à marquer, donc c'est quand même assez problématique. La foule des gardiens qui font leur match de leur vie à chaque fois. C'est vrai que Marco Bizot a fait un super match, donc mais après j'ai envie de vous dire que super match de Marco Bizot ou pas, 8 arrêts ce soir pour Marco Bizot, il y avait moyen de le tromper, il y avait moyen de s'en sortir. L'Olympique Lyonnais a manqué de réussite, mais a surtout manqué de qualité dans la finition. C'est pas un manque de chatte ce 0-0. Brest est arrivé avec un plan de jeu qui était de balancer un 4-5-1 et de jouer en contre et de bétonner. Et moi, j'ai rien contre ça. Voilà, je pense que c'est dommage de la part de Brest quand on voit la réussite des équipes qui jouent au foot contre l'Olympique Lyonnais, mais ils sont venus
avec le béton, et c'est à la charge de l'Olympique Lyonnais de maîtriser ce béton. Malheureusement, le béton a fonctionné ce soir. C'est un manque de réalisme, bien sûr, c'est un manque de réalisme, et c'est un manque de mordant, de niaque, de calcium, c'est ça. C'est qu'il a manqué le supplément d'âme ou le supplément de puissance pour permettre de casser ce béton, de casser cette muraille brestoise, et on n'a pas réussi. Et c'est bien dommage. Voilà, donc 0-0, l'Olympique Lyonnais qui reste, qui végète toujours à la 10e place du classement derrière Clermont et juste devant Reims qui est en train d'enchaîner les bons résultats. L'Europe, on n'y croit plus trop de toute façon. Hein. Rennes est à 40 points à la 5e place. Rennes qui s'est imposé 3-0, on fera un petit point Ligue 1 juste après. Voilà, bon bref... toujours le même écart, hein. Lyon est à 11 points de Rennes 5e et est également à 11 points de Ajaccio 17e. Donc on est toujours en plein du plein ventre mou. Hein. En plein ventre mou. La confiance au fond d'une traboule aussi. Oui, effectivement. Ouais. On va parler de tout ça au programme de ce débrief. Dans l'ordre, j'ai noté la 8e minute, puisqu'on a entendu des chants à la gloire de Juninho. Alors, il y a deux manières d'interpréter ces chants. Soit on choisit l'option de dédramatiser, on va dire, et de dire que c'est normal que les virages chantent à la gloire de Juninho pour son anniversaire. C'est quand même une légende du club et compagnie, et on enlève tout le volet politique. Voilà. Ou alors on peut quand même interpréter ça comme une prise de parti par rapport à la guéguerre que livre Jean-Michel Aulas à Juninho, hein, puisque ce n'est que dans un sens. Hein, Juninho est quand même très très soft dans ses prises de position sur le club par rapport à ce qui s'est passé. On a eu quand même un stade qui, d'une part, a été plutôt soft. Il y a eu des sifflets à la fin et des sifflets contre Dembélé, mais il n'y a pas eu de grosses actions. Peut-être que ce sera plus tard. Mais on a quand même un message envoyé à Jean-Michel Aulas qui est qu'il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça va pas durer longtemps. Bien évidemment, moi je pense que c'est l'option 2. C'est pas anodin si le stade a chanté pour Juninho aussi longtemps, parce que ça a bien duré 2 minutes. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. J'aurais aimé, mais c'est mon côté sadique, j'aurais aimé que le réalisateur nous montre un plan sur la tête de Jean-Michel Aulas, Bruno Chéroux et Vincent Ponceau à ce moment précis. Ils ne l'ont pas fait, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y avait un très très beau plan à faire. Voilà, c'est pas anodin, effectivement. Qu'est-ce que je voulais qu'on dise? Oui, Barcola, en premier lieu. Barcola, vous vous rappelez quand on avait dit il y a quelques semaines que Barcola mettait une misère à Toko Ekambi dans tous les compartiments du jeu. Alors Barcola, il n'est pas encore prêt, hein, il n'est pas encore fini. On voit bien que ça manque peut-être un petit peu de calcium dans les frappes, dans la finition. Il y a eu cette énorme occasion où il est au point de pénalty et ça va directement dans les gants de Marco Bizotte. Mais quand même, il y a quelque chose dans les qualités athlétiques, dans les petits espaces. Barcola, il y a quand même quelque chose. Vous me dites, c'est un face, il n'est pas musclé. Oui, mais il a cette vivacité-là. Il peut pas tout avoir. Il peut pas, tout le monde ne peut pas être Cristiano Ronaldo. Donc, au moins, Barcola, ça court, ça crée de la différence. Voilà, il y a un côté fraîcheur, il y a un côté... Il y a un côté vraiment, je trouve, vibrant à avoir Bradley Barcola plutôt que l'homme dont on ne prononcera plus le nom. Voilà, il faut qu'il bosse physiquement, oui, c'est sûr. Mais voilà, il y a quelque chose, je trouve, chez Barcola, et il y a quelque chose dans ce trio. On avait très peur quand on a vu la compo d'avoir de nouveau Cherki sur une aile, Barcola sur l'autre, et la Casette en pointe. On a vu que c'était dans l'animation plutôt un losange, avec Barcola en soutien de la Casette et vice-versa, et Ryan Cherki qui jouait dans l'axe. Et Ryan Cherki dans l'axe, c'est quand même un peu mieux. On a vu un match assez calamiteux de Ryan Cherki la semaine dernière, le week-end dernier. Là, quand même, on est sur un match de Ryan Cherki qui n'est pas parfait, parce que Ryan Cherki doit prendre plus confiance en lui, doit frapper davantage et doit tuer. Et on avait déjà dit, hein, il manque les stats à Cherki là. Il manque encore un peu les stats. Il lui manque ce côté finition. Il lui manque cette capacité à créer la stat, la passe D ou le but. C'est ce qui manque sur les dernières sorties de Ryan Cherki. Par contre, quand même, à choisir, je préfère quand même ce Ryan Cherki là, qui a un défaut d'être trop altruiste, plutôt que le Ryan Cherki d'il y a 2 mois, qui était un peu en mode cirque Pinder, plus grand cabaret du monde, où on le faisait rentrer pour sauver les meubles et il jouait tout seul. Là, Cherki, je préfère que son défaut soit de jouer trop avec ses copains et de rater des occasions de tir, plutôt qu'autre chose. Ça se progresse, vous voyez ce que je veux dire? Au moins, il a cette justesse dans le jeu qui est rassurante. Donc voilà. Moi, je suis moins inquiet quand je vois ce match que sur le match de ce week-end, puisque je trouve qu'il a vraiment pas manqué grand-chose dans l'absolu. Alors, si, il manque quelque chose de très très important qui est de marquer des buts. Mais j'ai quand même le sentiment que si ça continue sur cette lancée-là, et on verra, hein, parce que la dernière fois qu'on s'est enthousiasmé comme ça, c'était après la victoire contre Brest, on s'est dit « Ah putain, ça joue au foot ». Finalement, le match d'après, c'était une catastrophe. Donc peut-être que c'est le début
d'un fondement collectif avec ces trois-là devant. Je sais pas si ça tiendra, puisque Amin Sarr, il va bien falloir l'intégrer, mais il y a quand même du mieux, il y a quand même 3 joueurs qui jouent au football devant et qui s'entendent bien en termes de football, ça combine, il y a eu des actions de football, donc on verra, peut-être que c'est un éclair dans la nuit et qu'on va retomber dans la nuit sombre dès ce week-end, ou peut-être que c'est les prémices de quelque chose et que ce match-là, à défaut d'avoir été un match fondateur par le résultat, sera peut-être un match qui marque le début d'une progression collective. Donc voilà, la saison est morte. En vrai, la saison est pas totalement morte, les gars. La saison est pas totalement morte. La 6e place est encore jouable. C'est terrible dit comme ça, mais la 6e place est encore jouable. Elle est pas totalement morte. Une 6e place, ce serait l'Europa Conférence. Ce serait mieux que rien. Donc non, elle sera morte s'il y a des mauvais résultats qui continuent de s'enchaîner. Il y a la coupe également, même si la coupe, ça risque d'être compliqué. Non, la saison, elle est pas totalement morte. On va pas la jeter par la fenêtre encore. Elle est laborieuse. Elle est probablement morte, mais elle est pas morte et enterrée. On est à peu près sûr que l'Olympique Lyonnais fera pas top 5, mais si on fait 6e, c'est déjà pas mal. La saison est finito, c'est son de rêver. Je comprends votre non-optimisme et je le partage, mais factuellement, non. Factuellement, non. Si vous regardez le classement, l'Olympique Lyonnais est à 6 points de Lille et de Lorient, qui sont respectivement 6e et 7e. L'Olympique Lyonnais, si on finit 6e, ce sera une saison de merde, mais au moins une saison de merde avec une Coupe d'Europe l'année prochaine. À moins que à moins que le PSG fasse n'importe quoi. Merci Kilouf pour le Prime. Donc voilà. On sait jamais, ça peut prendre. Est-ce que j'y crois? Pas vraiment, mais on peut pas dire oh non c'est foutu, c'est fini. Il y a des choses à construire pour la saison prochaine. Donc voilà, un point contre Debrel. Bah oui, évidemment, bien sûr que si on prend par le prisme du résultat, ce 0-0 est vraiment pas bon. Brest, c'est quand même très très faible, hein. On n'a vraiment pas vu beaucoup de football du côté de Brest. C'était tristounet, hein. Je pense qu'ils ont peut-être raté quelque chose, les Brestois. Mais on regarde plus le classement. Oui, non, moi non plus, je regarde pas le classement, c'est vrai. On regardera le classement si on enchaîne 2 ou 3 victoires. Sinon, on regarde pas le classement. Mais vous connaissez la Ligue 1. Hein. La Ligue 1, il suffit de 3 victoires et vous jouez l'Europe. Donc on sait jamais. Le calendrier de Lyon est encore relativement clément pendant encore quelques matchs. Je vais vous les citer, si vous voulez, les prochains matchs de l'Olympique Lyonnais. On jouera contre Troyes, on jouera contre Lens, bon Lens c'est pas très clément, on jouera contre Auxerre, on jouera contre Angers et Lorient et ensuite Lille. Donc en vrai, les gars, en vrai, vous avez 6 points de retard sur Lorient et Lille que vous allez jouer. Donc elle n'est pas morte la saison. Elle n'est pas morte. Juste elle tient un tout petit fil. Un tout petit fil qui est de battre Auxerre et Angers. Et autant vous dire que si on n'est pas capable de battre Auxerre et Angers, vu le niveau de Auxerre et Angers aujourd'hui, oui, à ce moment-là, il faudra mettre la saison sous le tapis et on oublie. Mais derrière, vous avez Lorient et Lille. C'est pas impossible. 3, c'est relativement faible. Donc voilà, on va encore faire du bandage de calendrier. Effectivement, moi non plus, je suis pas rassuré, les gars. Moi non plus, je suis pas rassuré. Mais il y a peut-être encore une 6e place à jouer parce que ça carbure pas beaucoup devant. Hein. Donc voilà, on sait pas. Pour la légende, Lyon va perdre contre Angers, stopper la série. Ça, c'est possible, ça. Ça, c'est possible. Oui, oui, ce serait terriblement Olympique Lyonnais, un peu comme Pathé 6 hier, ce serait terriblement Olympique Lyonnais d'être l'équipe qui va permettre à Angers de prendre ses premiers points depuis septembre. Ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Donc non, sur le papier, quand vous regardez les échéances lyonnaises, la saison n'est pas encore morte. Alors, et c'est sûr que dans la configuration actuelle, avec l'animation actuelle, avec la finition actuelle, ça sert à rien d'espérer. Mais on ne sait pas. Donc on verra. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Barcola, oui, je voulais parler du mouvement à la 43e, cette action qui termine par une frappe un peu écrasée de Barcola. Je pense que c'est la première action collective en une touche de l'OL depuis des mois et des mois et des mois. Hein. Donc je pense que cette action-là, j'ai fait « Oh !» Ouais, c'est rare en ce moment qu'on fasse des « Oh !» Généralement, on fait plutôt des « Oh !» Vous voyez, c'est quand même important. Donc oui, Barcola, c'est un bon match. Il a manqué la finition, il a manqué le petit but qui lui manquait pour vraiment peser sur la rencontre. Mais c'est un bon match de Barcola. Et je commence, moi, tout petit bout par petit bout, à peut-être revoir mon jugement sur le fait que je disais que Barcola avait peut-être pas un énorme potentiel. Je commence à me dire qu'il y a quand même quelque chose avec Barcola. Et que s'il continue à bosser dans cette direction-là, ça peut être vraiment un très très bon joueur. Donc on verra. Pas compris la différence entre le haut et le haut. Alors le haut de satisfaction, c'est oh, une action de foot. Alors que d'habitude, c'est vraiment oh, voilà. Ça, c'est quand, par exemple, quand Lovren prend un coup franc à 25 mètres. Ça, c'est pas la même chose. Ça manque de vitamine C. Ouais, mais ça va venir. Il est jeune, Barcola. Laissez-lui le temps.
Laissez-lui le temps, il faut qu'il progresse. Il n'est pas encore fini, comme Ryan Cherki n'est pas encore fini. Donc voilà, laissez le temps à ces jeunes joueurs. On est sur malheureusement une saison qui devient une saison de transition. Il va falloir que Laurent Blanc capitalise sur lui, parce que pour l'instant, on ne sait pas si Barcola a vocation à rester dans le 11 avec les arrivées de Jeffinho et de Sarr. On va voir. Mais moi, je suis plutôt rassuré par ce que j'ai vu. On est quand même sur une première période de qualité, où il n'a pas manqué beaucoup de choses. Merci Bolly Fire. Il faut profiter du nouveau cycle apporté sur le court terme contre Lille en Coupe de France, priant pour un bon tirage après. Oui, complètement. On est sur une deuxième partie de saison qui doit servir à construire les bases de la saison prochaine. Lacazette à ses débuts était un peu comme Barcola. Ouais, et vous voyez, il y a beaucoup de commentateurs qui l'ont comparé à Loïc Rémy parce qu'il a des tresses. Moi, Barcola me fait beaucoup plus penser à Lacazette dans la gestuelle et dans ses qualités athlétiques. À voir, hein. Moi je pense qu'on est plus sur un profil à la Lacazette qu'un profil à la Loïc Rémy. Hein. La vision de Cherki reste énorme, la prise de décision moins. Ça progresse, hein. Quand même. Les deux enseignements des derniers mois, c'est que quand même, Cherki et Barcola, ça progresse petit à petit vers le niveau Ligue 1. Et vers une certaine forme de fiabilité. Et ça, voilà, c'est le positif auquel on peut se raccrocher, c'est ça. L'autre côté positif auquel on peut se raccrocher, c'est que Dejan Lovren, avec tous les doutes qu'on pouvait avoir sur lui, et moi le premier, finalement, Dejan Lovren semble quand même être une valeur sûre. Il a encore tenu bien la baraque aujourd'hui, il est solide dans les duels, c'est un vrai leader, il faut le dire. Et c'est quand même l'autre aspect positif de cette rencontre, de se dire que, à défaut d'avoir recruté tout ce qu'il fallait en termes de besoins pour Laurent Blanc, on a quand même un défenseur central de qualité. Combien de temps ça durera, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis Diomandé, j'ai noté un truc sur Diomandé, parce que je reconnais plus Diomandé. Voilà, j'ai un problème, je ne reconnais plus Sinali Diomandé. Sinali Diomandé qui avait pendant les premières effervescences de Sinali Diomandé, on lui reconnaissait une vraie qualité technique, une vraie qualité de relance et une certaine sérénité. Là, j'ai eu l'impression de voir Mouktar Diakabi. J'ai l'impression qu'il y a une diakabisation de Diomandé qui me rend un peu triste parce que c'était un joueur qui était fin techniquement et là je le sens un petit peu chaotique. C'est un peu dommage. Je trouve que Diomandé perde un petit peu son football, qui faisait de lui un joueur un petit peu différent. Là, à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une passe en profondeur et Diomandé il envoie un pétard en corner. Je n'ai pas compris, quoi. On a l'impression qu'il s'est touché. Vous savez, quand vous vous trompez de bouton sur FIFA, vous appuyez sur la touche de dégagement au lieu de faire un tacle. Je suis inquiet, moi. Je suis inquiet pour Sinali Diomandé, que j'adore, et vous le savez. Je suis parmi les premiers défenseurs de Sinali Diomandé. Il se diacabise, et ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un peu de voir une diacabisation de Diomandé qui quand même a vocation à avoir un vrai rôle dans la rotation. Donc voilà, merci Emmanuel Todd, très beau pseudo pour l'abonnement, merci beaucoup. Même lui il a pas cru, ses relevés étaient pas bien. Lovren aussi loupe beaucoup de passes. Vraiment pas mauvais Sinali, 110 touches, 110 de perdu, 80... Non mais je le trouve pas foncièrement mauvais, je dis juste que je trouve qu'il perd de sa qualité. Vous vous rappelez quand Rudy Garcia lui disait d'arrêter de se prendre pour Beckenbauer? Moi, c'était le Diomandé que j'aimais bien, ça. Le Diomandé qui fixe, le Diomandé qui essaye de jouer avec des passes qui cassent les lignes. J'ai l'impression qu'il a perdu en confiance et qu'il a perdu cet aspect-là de ce jeu, de vouloir se prendre pour Beckenbauer, ce qui en faisait un joueur avec un petit peu de sel, un petit peu de piment. Donc voilà. On va voir. De toute façon, Luikeba va vite revenir. On va bien voir. Paqueta masquait beaucoup de choses sur le niveau global de l'équipe. Oui, Paqueta, Guimarães avant lui, Depay avant lui et Fekir avant lui. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a plus de top joueurs à l'OL pour masquer ça et Lacazette ne suffit pas. C'est tout. Donc le latéral que Chelsea nous a prêté, c'est une bonne pioche. Ouais, on en parlera après de Malo Gusto qui a fait un super match. Malo Gusto, peut-être que ça l'a libéré de partir à Chelsea, peut-être que ça y est, il a la tête tranquille et qu'il va pouvoir se donner à fond pendant 6 mois. Malo Gusto qui a fait un excellent match et c'est quand même à noter. On a beaucoup parlé de Saël Koumbedi qui a un vrai potentiel, c'est quand même autre chose quand on a Malo Gusto qui est un joueur qui est prêt pour le haut niveau quand même. Très très gros match de Malo Gusto. C'est un peu triste qu'on le perde dans 6 mois, mais c'est quand même mieux de l'avoir à la maison pendant encore 6 mois. El Arouche à la place de Le Penant, ce serait tellement intéressant. Mais ça, on va en parler après du coaching. On va en parler après. Donc là, j'ai sur ma petite note, j'ai un trait sur bonne première mi-temps, manque de calcium, mais agréable. Puis j'ai un trait, puis après on voit qu'il y a des 3 petits points partout parce qu'on sortait la consternation. Donc c'est là où on va parler de la deuxième période. Parce que la deuxième période, elle est d'une tristesse. C'est-à-dire qu'on est rentré au vestiaire, là, on s'est dit, c'est pas mal, sympa, on va gagner. On va revenir au vestiaire, on va gagner. Il manque pas grand-chose. Et la seconde période, le calme plat. Il s'est vraiment pas passé grand-chose. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment cette sensation qu'on pourrait jouer une deuxième période de 220 minutes qu'on n'aurait pas marqué. La deuxième, c'était très triste et c'était éteint, vous voyez ?
l'impression que la lumière, elle a fait comme ça, vous voyez. J'ai l'impression qu'on est arrivé au vestiaire à la mi-temps, c'était comme ça, et petit à petit, en seconde période, ça a fini par faire ça, quoi. Donc c'est un peu dommage, parce que vous avez vu le happening de ouf, quoi. Le mec, c'est spectacle son et lumière, quoi. C'est un peu dommage, parce que on aurait pu imaginer un LOL qui appuie sur l'accélérateur et qui trouve la faille, et finalement, plus le temps avançait, moins on a senti l'OL... Moi, on a senti l'OL fringant. C'est en partie dû au coaching, et il va falloir parler du coaching, parce que, à mon sens, il y a 2 erreurs dans ce match. La première, c'est le milieu qui a quand même pas été au niveau. On se retrouve une nouvelle fois avec 3 milieux défensifs pour animer cette rencontre, et on voit bien que ça fonctionne pas vraiment. On donne les clés de la création à Cacré, qui n'est pas un meneur de jeu avancé. Cacré, c'est un excellent meneur de jeu en retrait, ou à la limite, je sais pas, une sentinelle si on veut, mais c'est pas un vrai box-to-box, et c'est pas un vrai meneur de jeu avancé. Et on voit bien que Cacré, quand il doit prendre l'initiative dans les 30-35 derniers mètres, c'est pas son taf, il sait pas faire. C'est comme si moi, vous me demandez de créer des templates Photoshop, quoi. Et malheureusement, Cacré a encore une fois été un petit peu mi-figue, mi-raisin, pour être à peu près poli. Et je suis pas certain que cette tactique avec 3 mecs qui jouent derrière soit la bonne. J'ai trouvé Tolisso très bon dans cette espèce de rôle de meneur de jeu retrait, très retrait. Il a quasiment joué 3e défenseur à la relance sur les phases offensives. Phase offensive, on était presque en 3-5-2 avec Tolisso qui se glissait entre les 2 défenseurs. Ça, c'était plutôt intéressant. Maintenant, devant, il y avait Le Penant et Cacré qui, malheureusement, sont pas des joueurs qui peuvent créer des réelles différences balle au pied. Ils peuvent la faire par la passe, mais il n'y a pas assez de mouvement devant eux. Le Penant et Cacré, c'est à peu près le même style de joueur et il manque devant un vrai box-to-box, quoi. Vous voyez, un mec qui est capable, quand on arrive dans la deuxième partie du terrain, de créer l'étincelle, de créer l'appel qui va créer le décalage. Ce milieu, on ne l'a plus. On l'avait, il s'appelait Paqueta, on l'avait, il s'appelait Oussem Aouar dans ses grandes années. Aujourd'hui, il n'est plus là. On avait Ndombele aussi. Aujourd'hui, on l'a pas. Donc le problème, c'est ça. Le problème, c'est qui va-t-on mettre à ce poste-là? En réalité, les gars, vous me voyez venir, on l'a, ce milieu-là. On l'a, il est peut-être un peu jeune, il est peut-être un peu frêle, mais on l'a, il s'appelle Mohamed El Arouche. Malheureusement, Mohamed El Arouche n'est même pas dans le groupe. Il est même pas dans le groupe pour qu'on puisse mettre dans le groupe Moussa Dembélé et Oussem Aouar, qui partiront dans 6 mois et qui n'ont pas l'air très impliqués dans le projet, même si la rentrée de Dembélé est pas scandaleuse. Aujourd'hui, quel intérêt de prendre Oussem Aouar dans le groupe, si en plus, c'est pour même pas le faire rentrer quand on doit marquer? Parce qu'on fait sortir Maxence Cacré pour faire rentrer non, on n'a pas fait, si c'était ça, on a fait rentrer, fait sortir Corentin Tolisso pour faire rentrer Thiago Mendes. Est-ce que c'est ça qui va débloquer une stérilité offensive? Moi je comprends pas, honnêtement, moi je comprends pas, je comprends vraiment pas ça. Dembélé, il fait exprès de mettre sa tête à côté, non, arrêtez, je pense que Dembélé, il a quand même tout intérêt à mettre des têtes au fond s'il veut trouver un club. Donc voilà, je comprends pas la logique de coaching de Laurent Blanc. C'est pas la première fois qu'on parle de ça. Je comprends pas les choix d'hommes de Laurent Blanc. Là, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins d'hommes, donc il y a beaucoup moins de conneries à faire sur le 11 de départ, mais sur le coaching, je comprends pas. Je ne comprends pas la logique de sortir Tolisso pour faire rentrer Thiago Mendes alors qu'on doit pousser. Je ne comprends pas non plus la logique de faire sortir Barcola, qui apporte ce côté étincelle, ce côté athlétique, c'est cette provocation pour faire rentrer Dembélé, parce qu'à la limite, faire rentrer Dembélé, ça me choque pas plus que ça. Il amène de la hauteur, il amène de la puissance, mais pourquoi faire sortir Barcola à ce moment-là? Et ensuite, pourquoi faire sortir Cherki pour faire rentrer Amin Sarr? Vous vous rendez bien compte que la fin de la rencontre, alors qu'on doit absolument marquer, on l'a fait avec Mendes, Cacré et Le Penant, qui sont quand même 3 milieux défensifs, et Amin Sarr, Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette devant, qui sont 3-9. Donc forcément, c'est compliqué. Vous avez 3 mecs dans l'axe, 3 mecs derrière, et vous avez un bloc devant, vous avez le bus brestois qui attend que ça, et vous balancez des saucisses face à des mecs qui font 1m90. Mais je comprends pas la lecture du jeu de Laurent Blanc, je comprends vraiment pas. Et c'est pas la première fois, et je commence... on a dit qu'on laisserait du temps, on a dit, donc on va continuer à laisser du temps. Mais je me pose de sérieuses questions sur Laurent Blanc, parce que le bilan comptable n'est pas meilleur que celui de Peter Bosz, les choix de coaching sont pas vraiment meilleurs que de Peter Bosz, et là on voit peut-être un ersatz de projet collectif qui se met en place, mais c'est quand même pas bon. Donc moi je commence vraiment à douter de la capacité à Laurent Blanc de faire progresser cette équipe. Il n'y a pas de progrès depuis 3 mois, c'est factuel. Merci monsieur Hamel pour le prime. 34 centres pour 3-4 qui ont trouvé un offensif. Déjà le fait de vouloir centrer
quand t'as une défense qui est celle du Stade Brestois avec des mecs qui font 1m90, alors que toi, t'as Bradley Barcola qui est grand, hein, il fait 1m80, mais Bradley Barcola, mais dont l'impact physique, c'est clairement pas son point fort. Lacazette, il est puissant, mais il fait 1m75. C'est illusoire de vouloir tromper Brest par le jeu aérien. Donc j'ai du mal à comprendre la lecture du jeu de Laurent Blanc. J'ai du mal à comprendre sa lecture des matchs. Je pense vraiment... Déjà, son choix de groupe me semble un peu hasardeux. Vraiment, si tu prends pas El Arouche sur un match comme ça, tu le prendras jamais, quoi. Est-ce que El Arouche n'était pas un énième coup de com', un peu comme vous avez fait avec Cherki à l'arrivée de Garcia? Aujourd'hui, tu sais très bien que tu as des morts vivants et tu as des jeunes aux dents longues. Peut-être que Mohamed El Arouche pèsera pas sur la rencontre, hein. Peut-être que ça va être trop dur pour lui et qu'il va se planter. Mais est-ce qu'il se plantera encore plus que Thiago Mendes? Et est-ce que son apport sera encore moindre que celui d'Oussem Aouar? Moi, je pense pas. La seule différence, c'est que Oussem Aouar, dans 5 mois, il est plus à l'Olympique Lyonnais, et que Mohamed El Arouche, dans 5 mois, si ça continue comme ça, il va encore se poser des questions de s'il reste ou pas. Donc, il y a un problème de fond. Donc il y a un problème de fond là-dessus, et je suis inquiet, moi. Je suis inquiet par rapport à Laurent Blanc, et je commence à me demander si Laurent Blanc est pas finito, voilà, pour être tout à fait sincère. J'ai pas encore la certitude de ça, mais on peut critiquer les joueurs. Aujourd'hui, c'est probablement les joueurs qui sont à blâmer pour leur manque de finition, mais ils sont pas aidés par le coaching, et le coaching lui-même n'est pas aidé par la direction de l'OL, qui lui donne pas forcément les meilleures billes. Mais vous voyez, si aujourd'hui on avait eu Pathé 6, qu'est-ce que ça aurait changé? On aurait mis Pathé 6 en 6 et on aurait joué encore moins au foot. Bon, c'est un peu quand même dommage, quoi. Donc voilà, il a signé pour combien d'années le White? Je crois que c'est 2 ans avec une option. Voilà, mon inquiétude, c'est pas ma certitude encore. J'ai peur que Laurent Blanc soit finito. Et j'ai peur que le football de 2023 ne soit plus celui de Laurent Blanc, qui m'a l'air quand même bien coincé sur des idées de jeu un petit peu austères, et qui m'a l'air d'être bien coincé aussi sur les conceptions de statut et d'expérience, alors même que ce sont les jeunes qui portent le club. Aujourd'hui, c'est encore Cherki et Barcola qui sortent, alors qu'il y a peut-être d'autres mecs à sortir. Donc voilà, je suis un peu inquiet de ce côté-là. Je suis un peu rassuré par le contenu de ce match. Mais rassuré vraiment très légèrement quand même, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la barre est tellement basse que quand on voit un match où on n'est pas atroce, on est content. Est-ce qu'on doit être content? Disons que là, ça fait longtemps que j'avais pas vu un match de l'OL en Ligue 1 où j'avais pas eu envie de crever avant de faire le débrief. Là, au moins, j'ai pas envie de crever. Je suis juste un peu déçu. Donc c'est pas mal. Tu penses pas que Juninho est pour quelque chose dans ce match nul? Ouais, il a raté plein d'occasions, Juninho. Voilà, je pense que c'est le chant des supporters pour Juninho qui a déstabilisé. Qui en coach, Charlie? En vrai, moi je m'en fous de qui en coach. Je m'en fous, je pense que de toute façon il faut tout raser. Donc voilà, je pense qu'il faut tout raser. Bon, j'ai tout mis, hein, j'ai tout dit de ce que j'avais dit. De toute façon, vous connaissez mon point de vue là-dessus. L'Olympique Lyonnais est 10e. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jusqu'où il va falloir tomber pour prendre des décisions qui s'imposent? À un moment donné, vous pouvez voir le mal où vous voulez, vous voyez très bien que le problème de fond, c'est que les responsables du marasme dans lequel est l'Olympique Lyonnais depuis des années et des années, il n'y en a qu'un seul qui a dégagé, c'est Juninho. Alors moi je veux bien qu'on dégage Juninho parce qu'il a foiré avec Silvinho, parce qu'il a foiré avec des recrues, et parce qu'il a foiré avec les relations, j'en sais rien, avec les autres. Je veux bien qu'on dégage Juninho, j'entends, Juninho est pas performant, il dégage. Bon, ok, admettons, ok. Mais du coup, ça fait 1 an et demi, c'est toujours autant de la merde, le recrutement il est flingué. Pourquoi les gens restent à ce moment-là? C'est une gestion quand même très très gentille, hein. C'est très sympa quand même. Si demain vous faites autant de merde au taf, je suis pas sûr que vous fassiez long feu, hein. Donc voilà, je pense que Laurent Blanc est pas venu à contre-cœur aussi. En fait, moi je pense que Laurent Blanc c'est pas ce qu'il fout là. Mon analyse doigt mouillé, c'est que Laurent Blanc il a pris le poste parce qu'il savait pas quoi foutre. Il a débarqué, il avait rien préparé, d'ailleurs il l'a dit, il avait vu 2 matchs, et il est là, puis il vibe en fait. Il est là, il sait pas trop ce qu'il fait. Oh, tu sais quoi, je vais mettre un 4-3-3. Ouais, fait un peu plus de solidité, du coup je vais mettre 3-6. Je pense que Laurent Blanc ne sait pas ce qu'il fait. Il m'a l'air paumé. Je pense qu'il est paumé et qu'il en a rien à foutre. Donc voilà. À se demander s'ils font pas exprès, j'ai envie de chialer. Bien sûr que si, que Olas fait exprès. J'ai pas eu le temps de vous faire cette fameuse vidéo qui sera titrée de façon bien putaclic, pourquoi Olas saccage-t-il l'OL, et je pense que ce sont des querelles d'ego. Je pense que la guéguerre de Olas avec Juninho vient du fait qu'il ne supporte pas
de voir que Juninho a toujours la cote chez les supporters et que les supporters aimeront toujours Juninho alors qu'ils commencent à ne plus vraiment aimer Aulas. Je pense que la mise en valeur de Bruno Chéroux, c'est juste par contradiction. Vous savez, c'est un peu comme le pingouin qui fait maintenant je le fais pas. Aulas, c'est l'inverse. C'est ah ouais? Ah, vous êtes pas content de Bruno Chéroux? Vous savez quoi, on va le mettre président de la République. Comme ça, vous fermerez bien vos gueules. Bah, c'est un peu pareil. On est sur une gestion en contradiction. Un peu une gestion Louis XIV de si vous n'êtes pas les courtisans, vous voyez, il y a la cour, il y a le roi, la cour et les paysans. Nous, on est les paysans, nous. Nous, on est les paysans. Et vous n'êtes pas content, bah, vous allez bien vous faire foutre. Donc je pense que c'est ça le problème de fond. Je pense que c'est une gestion à l'ego. Il y avait déjà ça, c'est tout à fait vrai, Peanut Butter Cycling. Il y avait déjà la même gestion à l'ego avec Genesio. Plus Genesio était critiqué, plus Aulas, par contradiction, avait envie de le renforcer. Et si Genesio n'est pas parti à l'été 2019, c'est uniquement parce que les supporters, il avait envie de les faire chier. À l'été 2019, il y a des rumeurs comme quoi Genesio va partir, va pas être prolongé, va être dégagé et compagnie. Moi, j'ai des contacts qui me disent c'est bon, il se casse. Et en fait, il y a eu un changement d'avis sur la base de pas grand-chose, qui est de vous savez quoi, allez vous faire foutre, je le garde. C'est une gestion à l'entreprise de papa, où c'est papa qui décide, sur les bases des affinités de papa, et jamais sur des critères objectifs. Le problème maintenant, c'est que le club n'appartient plus à Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui s'appelle John Textor, et que John Textor, pour l'instant, il est très gentil, mais peut-être qu'à un moment donné, il va en avoir marre. Peut-être à un moment donné que quand il va voir son stade qui siffle, quand il va voir le centre d'entraînement, qu'il va y avoir des affiches et des actions des supporters, quand il va voir que personne veut ses joueurs, et quand il va voir que l'OL n'est pas en Coupe d'Europe, il va dire hop, 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 dis donc, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Moi je change tout. Donc peut-être, en tout cas, pour l'instant, John Textor ne bouge pas, je pense que c'est un peu tôt pour lui pour bouger, mais je pense que si la saison de l'Olympique Lyonnais continue à être dans un marasme pareil, c'est pas exclu que John Textor agisse cet été. Et vous savez que les Américains qui agissent, ils agissent fort, hein. Donc voilà, je pense que tout ça viendra de deux choses. Un, quelle sera la fin de saison de l'Olympique Lyonnais? Deux, quel sera l'impact des supporters? Combien de temps vont-ils rester relativement calmes? Parce que la contestation sur les réseaux sociaux, elle se voit pas beaucoup, alors que celle dans le stade et celle dans la ville va se voir. Donc c'est un peu dans les mains des groupes de supporters, c'est aussi dans vos mains, parce que John Textor, il voit ses mentions, parce que Aulas, il voit ses mentions, et vous savez très bien que l'Olympique Lyonnais est peut-être le club au monde qui regarde le plus les réseaux sociaux, et notamment Twitter, ils sont complètement matrixés par Twitter, donc effectivement, continuez d'aller tweeter de la merde, dans le respect. On n'harcèle pas les gens, on les insulte pas, mais vous êtes tout à fait en droit d'aller exprimer votre mécontentement sous les tweets du club ou de Jean-Michel Aulas. Dans le respect, sans insulte et sans menace, je précise bien, parce que sinon ça va me retomber sur la gueule. Donc voilà, si seulement Trump avait racheté le club. Donc bref, si tu y crois, si on est 8ème, je ne serai plus là d'Aulas. Est-ce que j'y crois? Non, je pense pas. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, Aulas a dit cet hiver que si jamais l'OL retermine 8ème, il aura démissionné depuis longtemps. L'OL est actuellement 10ème. Alors il peut nous dire ah bah non, on n'est pas 8ème, on est 10ème, hein, ça c'est pas exclu. Mais Aulas a dit ça, et c'est une déclaration qu'il va falloir à un moment donné lui remettre sous le nez. Va falloir lui spammer ses mentions avec cette déclaration si jamais par malheur l'Olympique Lyonnais termine 8ème de Ligue 1. Donc voilà, racleur de bidet, c'est une insulte. Oui, c'est une insulte. C'est le problème de fond de l'Olympique Lyonnais là-dessus. Voilà, on en parlera peut-être un peu plus quand j'aurai le temps de faire cette fameuse vidéo sur comment et pourquoi Aulas détricote son héritage. Peut-être dans les prochains jours. Je vous avoue que c'est un peu short niveau timing, mais on va essayer de faire ça un jour ou l'autre. On va passer aux notes, puisque j'ai préparé mon petit paint habituel chaloupé. Hop là, on va passer là-dessus. Alors... on va dessiner le terrain, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, hop, vous le voulez plus foncé le terrain? On va mettre plus foncé le terrain, voilà, hop, pour une fois. Une belle couleur pelouse. Alors, on va dessiner le terrain, qui est pas dégueulasse pour une fois, franchement. Il est presque rectangulaire. Vous savez quoi? Donnez-moi une note, on va faire la note du terrain, chaque débrief. Franchement, c'est un 8, ça. Franchement, il est nickel mon terrain là. C'est un beau terrain. Bon alors, sur le terrain, 4,5, vous êtes dur, hein, 4,5. Verge bien molle, t'es quand même pas très sympa. C'est juste pour le plaisir de citer ton pseudo. Alors, nous avions dans les buts Anthony Lopez, nous avions Sinali Diomandé, nous avions ici Dejan Lovren, nous avions la Tagliatelle sur le côté gauche. Nous avions Malo Gusto. Ici, nous avions Tolisso,
Cacré, je sais plus où il était, je crois qu'il était à droite Cacré, mais je sais plus. Le Penant. Oui, j'écris comme un médecin. Alors ensuite, Cherki. C'est chiant les losanges pour les Cherki, Barcola et Lacazette. À droite toujours. Ouais. Alors, c'est parti. Lopez, rien à lui reprocher ce soir. Des beaux arrêts, des belles sorties. C'est un bon match encore de Anthony Lopez. Cacré à gauche, on s'en fout. Cacré à droite, à gauche, on s'en branle. C'est un bon match d'Anthony Lopez. Sans lui, je suis pas sûr qu'on fasse match nul. Encore présent sur sa ligne. Des belles sorties sur corner. C'est un bon match de Lopez. C'est un bon match. Ouais, c'est difficile de lui mettre 7 parce qu'il n'y a pas d'exploit monumental. Mais c'est une clean sheet. Donc on va quand même mettre 7 parce qu'en vrai, il fait le taf ce soir. Il est parfait. Il y a un vrai arrêt à faire. Il le fait. C'est une clean sheet, voilà, il n'y a rien à dire sur Anthony Lopez ce soir, c'est un très très bon match d'Anthony Lopez. Dejan Lovren, c'est également un bon match de Dejan Lovren. Faut dire qu'ils n'ont pas été beaucoup mis en danger, les défenseurs quand même. Dejan Lovren a été solide. On va quand même noter ce coup franc. Alors j'ai pas d'explication de pourquoi c'est Dejan Lovren qui prend le coup franc. Faut m'expliquer, je pense pas que Dejan Lovren ait déjà mis un coup franc dans sa vie, ou alors faut me le rappeler. Mais vrai patron en défense, c'est un bon match. C'est un bon match. Il fait un truc bizarre sur la sélection brestoise. Oui, c'est un bon match, c'est pas non plus le match du siècle pour Lovren. Pourquoi cette frappe à la fin? Ouais, alors le problème, on va pas reprocher à Lovren ses choix offensifs, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on en est au stade où il faut reprocher à Lovren des choix offensifs, c'est vraiment qu'on est bas de plafond, quoi. Donc voilà, bon, 6 pour Lovren, ça me semble pas mal. Diomandé, toujours, alors c'est pas un mauvais match de Diomandé, mais toujours ce sentiment de ça peut péter à tout moment, vous voyez? Diomandé, bon voilà, après pareil, c'est un match moyen plus de Diomandé. On va mettre 5,5 parce que c'est quand même un match avec un clean sheet où ils ont tenu la baraque à l'arrière et il n'y a pas de grosse connerie de la part de Diomandé. Physiquement intéressant. J'aimerais retrouver le Diomandé avec la confiance qui joue long et qui crée des décalages. Mais voilà, bon, ça reste un bon match de Diomandé. De toute façon, la défense a été globalement au rendez-vous, contrairement au milieu. Ils ont été solides derrière, donc c'est quand même important. Il faudra compter l'erreur de manette de Diomandé. Gusto pour son retour à Lyon après son transfert à Chelsea. Un très gros match de Gusto, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Énorme impact physique de Gusto. Faudra quand même reprocher à Gusto ses centres, même si c'est pas forcément sa faute s'il y a des tours de contrôle derrière, pas forcément là, hyper judicieux de jouer sur les centres. C'est quand même un très bon match de Gusto, mais il manque cette stat, quoi. Il manque la passe D ou quelque chose d'autre. Donc on va pas mettre 7,5, on va mettre un 6,5, c'est largement suffisant. Il n'y a pas eu un impact offensif à la hauteur de ce qu'on peut imaginer pour un Gusto face à une équipe aussi faible. Tagliafico, match plutôt honnête. S'il aurait pu avoir une passe D, il y a eu une très bonne percussion à un moment donné de Tagliafico, très solide en défense, c'est valeur sûre. Voilà, ça me rassure par rapport à son état physique. Tagliafico, ça vaut un 6 ce soir, je pense. Ça me semble plutôt pas mal. Tolisso qui a été assez intéressant, parce que Tolisso, il est venu se mettre ici, et du coup, ça a permis de libérer les latéraux qui ont pu monter. Il y avait vraiment une animation presque en 3-5-2, hein. C'était pas vraiment un losange dans l'animation. C'est un bon match de Corentin Tolisso, et on a vu que quand il est sorti, une sortie conjuguée avec Cherki, même s'il est sorti parce que je pense que physiquement il pioche un petit peu, c'est un bon match de Tolisso aussi. J'ai pas envie de mettre 6,5 non plus parce que c'est quand même un match qui a manqué de créativité aussi. Beaucoup de passes courtes ratées, c'est pas parfait, c'est pas un super match de Tolisso non plus. On va mettre, je sais pas, 5,5, ouais. 5,5. Ouais, 5,5, je pense, on va mettre 5,5. C'est quand même un 0-0, les gars. Hein. C'est quand même un 0-0, et c'est pas un 0-0 où le milieu a écrasé le milieu adverse. Donc bon, c'est pas non plus foufou. On enchaîne avec Le Penant et Cacré. Moi, les deux, je les ai trouvés relativement moyens, et je pense que la principale écueil était peut-être du côté du milieu de terrain. Il y a la finition, mais il y a le milieu de terrain. J'ai trouvé Le Penant et Cherki un petit peu timides. 3, c'est peut-être dur, mais pour moi, on est ouais, voilà, peut-être sur un 4 sur les deux. Ah, attendez, parce que là, j'ai fait un truc dégueulasse. Voilà, c'est encore pire en gommant, mais on va mettre ouais, 4 et quoi, et 4 et 3,5. On va mettre 3,5, ouais. Cacré, j'en attends beaucoup plus. Encore une fois, il faut relativiser, parce que Cacré était dans une zone qui était à peu près celle-là, là. Il était dans cette zone-là, et c'est pas sa zone préférentielle. Donc, disons que Cacré a des circonstances atténuantes de pas être placé à un endroit où il est bon, mais malheureusement, il n'était pas au top du top, quoi. La note du terrain va baisser. Oui, bah du coup, il y a une petite saucisse, là, c'est pas grave. Mais
Ouais, moi j'ai trouvé que le maillon faible de cette équipe c'était ça là. Ça manquait. On va enlever Cherki parce que Cherki était très bon. Ça manquait de créativité de ouf, hein. Et normalement, dans un système en losange, tu dois avoir au moins un milieu qui doit être capable de prendre ces zones-là. Le fameux Mezzala sur Football Manager, qu'aujourd'hui on n'a pas. Dans le grand losange lyonnais, il y avait des joueurs qui étaient capables de faire ça, de prendre cette profondeur-là. C'était Tolisso à l'époque, ou même Gueïda Fofana. Cacré 7.9 sur SofaScore. C'est parce qu'il a fait des milliards de passes. Avec sa décla, moins 2 points. Il a dit quoi, Cacré? Toujours une excuse avec Cacré. Bah, c'est pas une excuse, c'est une explication. Et ça ne joue pas sur la note. C'est un mauvais match de Cacré qui peut en partie s'expliquer par le fait qu'il n'est pas dans sa zone préférentielle. On n'a pas vraiment joué en losange. Bah, on a quand même eu Cherki qui est resté totalement dans cette zone préférentielle, là, hein. Cherki, on l'a vu énormément dans cette zone-là. Donc si, on était sur une animation où Barcola et Lacazette se sont éloignés et où Cherki allait attaquer un petit peu les zones centrales. Donc on était dans un fonctionnement un peu du losange de 2014, quoi. Cacré, en fait, Cacré, c'était propre comme match. Mais c'est pas ce que j'attends de Cacré dans ce rôle-là. C'est un match propre, Cacré. Il a fait 93% de passes réussies, il a orienté les jeux à droite à gauche, mais il n'y a pas de passe Ligue des Champions. Vous savez, les fameuses passes Ligue des Champions. C'est sans relief. Et ça peut pas être sans relief, un match de Cacré à ce poste-là. C'est pas possible. Donc voilà, on va noter les 3 offensifs, et en fait je vais vous demander sur les 3 offensifs de prendre quand même en compte qu'il n'y a pas de but ce soir. Parce que dans le fond, c'est un bon match de Lacazette, un bon match de Cherki, un bon match de Barcola, mais il manque quand même le truc important qui est de marquer des buts. Donc voilà, c'est Cherki. Il y a une partie de moi qui a envie de lui mettre une bonne note parce que je l'ai trouvé très juste et je l'ai trouvé très intelligent dans l'orientation du jeu, et encore un demi-milliard de passes clés pour Cherki, mais j'ai pas envie de lui mettre une super note parce qu'il n'y a pas de but, parce qu'il n'y a pas de frappe et parce qu'il n'y a pas de passe D. Donc Cherki, pour moi, il y a une... Si ce match avait été gagné, ils auraient tous 6 ou 7 ou 8. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir du moment où le match n'est pas gagné, qu'il y a 0 but, c'est difficile de leur mettre des super notes. Vous voyez? C'est Cherki, je suis un peu emmerdé là, vous voyez? C'est un super match de Cherki dans le contenu, mais ça suffit pas. Donc voilà, on a une bonne première mi-temps, et puis quand même, il y a des moments de fulgurance chez Ryan Cherki. Rien que la première mi-temps, je pense, vaut 7, et la deuxième mi-temps, où il s'éteint un petit peu, doit valoir 5. Donc on va mettre 6 à Cherki, 5,5. C'est quand même, il y a quand même un défaut d'efficacité devant. Donc je pense qu'on va mettre 5,5 parce qu'on peut pas mettre 6 à un offensif qui a aussi peu tiré, quoi. 11 passes clés. Bah ouais, mais c'est bien les stats. C'est bien 11 passes clés. Mais il y a peut-être 1 ou 2 passes clés qui peuvent être un but. Vous voyez ce que je veux dire? T'es sévère, Charlie. Mais je suis pas sévère, il y a 0-0, les gars. Il y a 0-0. Donc voilà, c'est pareil pour Barcola. Ok, Barcola, il est intéressant. Il est super intéressant, il a des qualités athlétiques intéressantes, il est super bon dans les petits espaces, il est agile, mais il n'y a pas de but. Donc voilà, Barcola, moi j'ai envie de lui mettre 6 ou 6,5, mais il manque un but. Il manque une passe D pour mettre 6 ou 6,5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis un peu emmerdé avec Barcola, quoi. Pour moi, c'est 5. C'est 5 parce que ce match-là, Barcola, c'est pas un match réussi parce que c'est un match qui doit se terminer avec un but. Et Lacazette, c'est pareil. Lacazette, il a des opportunités, il doit finir. C'est là où on l'attend. C'est pas quand il faut mettre des tapines à 2 mètres du but. C'est là, ces matchs-là, Lacazette, il doit les débloquer. Donc je pense que les deux valent 5. Et même si dans l'absolu, on a commencé ce stream en disant que ces 3-là, là, m'avaient montré des excellentes choses et que peut-être que c'était les bribes, les prémices de quelque chose d'intéressant pour la suite, il n'y a pas de but. C'est 0 but ce soir. C'est 27 tirs, 8 cadrés, 0 but. Donc c'est pas suffisant. Donc c'est pas un mauvais match parce qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi, ils ont été intéressants, mais c'est quand même un mauvais résultat pour la sphère offensive. Pour moi, Lacazette, c'est moins que les deux autres. Je suis assez d'accord avec vous. On va mettre 4,5. Voilà, ça me paraît cohérent. Ça me semble cohérent à peu près dans les notes, parce que même c'est peut-être un peu dur sur Cacré quand même. Peut-être un peu dur sur Cacré. Voilà pour le constat global des notes de l'Olympique Lyonnais. J'ai pas envie de râler tout le temps. Donc quand même, il y a un aspect positif à tirer de ce match, qu'on a peut-être une animation offensive. Mais elle n'a pas suffi sur ce match-là. Donc c'est 2 points de perdu aujourd'hui. Note Lolo White. Lolo White, on en a déjà parlé. Le coaching est catastrophique. Le coaching, quand vous sortez Tolisso et Cherki pour faire rentrer Amin Sarr, qui se retrouve à jouer
sur le côté, et puis ensuite vous sortez Barcola pour mettre Dembélé, et ici vous avez Merguez. Comment vous voulez jouer au foot? Comment vous voulez jouer au foot? C'est compliqué. Sarr, c'est pas un... Vous voyez, on est en train de refaire éternellement la même erreur à Lyon, qui est de prendre des joueurs qui sont des neufs pour les mettre sur le côté. Et Amine Sarr, je sais pas vraiment ce que ça vaut. J'ai pas assez étudié le profil, je suis pas scout, je regarde pas les redivisés, je suis pas un acteur. Je sais pas ce que ça vaut Amine Sarr. La seule chose que je sais, c'est qu'Amine Sarr, c'est un attaquant de pointe. Et que si on prend un attaquant de pointe et qu'on le met sur l'aile, il va pas perfer. C'est comme ça depuis une éternité à Lyon. On a fait ça avec Kadewere, on a fait ça avec Toko Ekambi, on a fait ça éternellement à Lyon, on a fait ça avec Lisandro Lopez avant. Vous voyez comment ça marche. Non, mais les stats de Cherki, j'ai vu un graphe qui a été posté par Raphaël Cosmidis de Coparena. Cherki, il manque pas grand-chose. Il manque le petit Actimel, la petite dose de vitamine B12 là, pour que ça commence à stater fort. Et je suis confiant sur le fait que Ryan Cherki, à un moment donné, ça va être comme le ketchup, il va en mettre un, puis il va en mettre deux, puis il va en mettre trois, puis il va mettre des passes D, et qu'il va finir l'année avec des belles stats. Pour l'instant, ça suffit pas. Merci Pavliou pour le prime, merci beaucoup. J'arrive, on va jouer la coop après, t'inquiète pas. Donc voilà, les entrants, c'est pas bon, le coaching, c'est pas bon, et vous voyez que dans un match comme ça arrive les matchs difficiles. Ça arrive de tomber face à une équipe qui bétonne et de pas arriver à marquer. La différence, c'est que généralement, dans ces cas-là, tu finis par monter en puissance, tu marques pas forcément, mais tu te bats jusqu'au bout. Or moi, j'ai vraiment eu le sentiment sur les 5-10 dernières minutes qu'on n'allait pas y arriver, quoi. Il y a les 5-10 dernières minutes, vous sentez que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'arrêt. Et on est tombé en température au fur et à mesure qu'on approchait de la fin du match. Donc ça, c'est le problème. Avec le banc de ce soir, tu veux faire quoi comme changement? Mais c'est l'autre problème. C'est le banc de ce soir. À partir du moment où tu prends Aouar, Dembélé, tu te prives de solutions un petit peu originales de sortie de banc. Je vous dis pas que Djibril Dib est prêt pour la Ligue 1. Je dis juste qu'au moins, tu as une étincelle qui se produit. Regardez Ben Seguir à Monaco. Regardez Ben Seguir, c'est un bébé, il a 17 ans. Bah, t'as les couilles. Tu le mets dans le groupe, t'as les couilles, tu le fais rentrer. Et bim, ça marche. Ton coup de poker, il fonctionne. Alors, tu sais très bien que quand tu fais rentrer des mecs comme Thiago Mendes ou Moussa Dembélé, c'est pas un coup de poker. Il y a 9 chances sur 10 que ça marche pas. Donc voilà, il y a un problème. Je suis prêt à parier que l'OL est le dernier club de Laurent Blanc. Ça, c'est un très bon pari, Yann Lafnaf, et je te suis là-dessus, je pense. Donc voilà, c'est cool les gars, El Arouche, Djibril Dib, c'est pas prêt pour la Ligue 1. On est d'accord là-dessus, on va pas faire du jeunisme à outrance. Sauf que si tu les lances pas, tu te prives de mecs qui vont arriver avec les dents longues. Voilà, Désiré Doué, Zaïd Amri, c'est des gamins, c'est des enfants. Sur des effectifs qui sont bien plus pléthoriques que l'Olympique Lyonnais. Quand Rennes décide de faire jouer Désiré Doué plutôt que des mecs qu'ils ont recrutés qui sont bitesques, genre Doku ou Souleymana, il faut une paire de couilles. Et Dieu sait que Genesio était pas le plus enthousiaste avec les jeunes à Lyon. Mais à un moment donné, si un mec comme El Arouche, tu lui donnes pas du temps de jeu sur des matchs un peu comme ça, un peu chiants, où on s'emmerde, où il faut créer l'étincelle, t'en as des joueurs qui créent l'étincelle. Mais tu sais très bien que cette étincelle, elle va pas venir des morts-vivants d'Embélé et Aouar. Donc voilà. Voilà, je suis... surtout El Arouche, t'as pas ce profil. Non, El Arouche, il a le profil pour aller là. Vous voyez? Ou là, au contraire. Vous avez ici, dans ce milieu, un 6, un 6 et un 6-8, on va dire. Il vous faut cette espèce de 8-10. Vous voyez ce milieu à la Paqueta, ce milieu à la Juninho, un mec qui est capable de ratisser, mais surtout qui, quand il va avoir le ballon au milieu de terrain, va regarder devant lui, faire un ou deux dribbles, créer le décalage et créer la panique. Le problème, quand vous avez Cacré et Le Penant devant vous, quand vous êtes Brest, vous n'avez pas peur. Vous pouvez rester tranquillement derrière à attendre, et vous savez que c'est pas eux qui vont fixer, c'est pas eux qui vont tirer de loin, et c'est pas eux qui vont foutre le bordel dans votre défense. Aujourd'hui, vous êtes Brest, ce soir, vous n'avez pas à vous inquiéter du milieu. Le seul mec que vous avez à garder à l'œil, c'est Cherki, mais les mecs derrière, vous en foutez. Donc voilà, Florent Da Silva, c'est pareil. Donc voilà, moi j'ai un problème avec ça, qui est que, il y a quand même un problème avec El Arouche, qui est qu'il a un profil qu'on n'a plus. C'est un profil un peu à la Aouar, El Arouche. C'est ce profil de milieu un peu hybride, offensif, mais qui sait à peu près tout faire, et qui est un créateur d'étincelles. On l'a pas, ce profil au milieu de terrain. Pourquoi s'en priver ? Pourquoi s'en priver sur l'autel de l'expérience et juste de l'expérience, surtout quand tu titularises un Le Penant qui est à peine plus vieux. Hein. Donc ça, j'ai un problème là-dessus.
t'es monté dans le train en première classe avec Geeks pour Ben Seguir. Oui, je suis monté dans le train Ben Seguir, mais si vous n'êtes pas monté dans le train Ben Seguir, je peux pas faire grand-chose pour vous. Il est brillant, le gamin. Barcola, il a quel âge? Je crois qu'il a 19 ou 20 ans, hein, Barcola. Voilà, on va faire le Jurigno, et ensuite on fera un petit point sur les résultats de ce soir. Le Jurigno, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Hop, voilà, vous connaissez la chanson. On note 5 joueurs les plus impactants sur la rencontre. On va bien évidemment quand même mettre un +2 ou +3 à Cherki, Gusto et Barcola, qui à mon sens sont les meilleurs joueurs de ce soir. Mais c'est pas suffisant quand même. On va pas mettre des notes folles. Gusto, on va lui mettre +3, il l'a pas volé. On va mettre Barcola et Cherki un +2. Et on va mettre Cacré dans les négatifs quand même, parce que c'est celui qui a été le moins en vue. Et Lacazette, je pense que Lacazette, je suis un peu déçu. Ou le Penant, on va mettre -1. Des notes un peu mi-figue, mi-raisin. On voit pas, oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié d'activer la transition. On voit le terrain paint, voilà. Donc je vous ai mis Cherki en +2, Gusto en +3, Barcola en +2, Cacré en -2 et Le Penant en -1. C'est vraiment des notes demi-molles, de manière générale. Faudrait mettre +2 à Tagliafico. Ouais, je pense pas que ce soit celui qui impacte le plus dans la rencontre. Le Penant, Lacazette mérité. Ouais, je sais pas. Cacré, Le Penant, pour moi, c'est le maillon faible de ce soir. Tu lui as mis 6. Oui, mais c'est un 6 rassurant, c'est pas un 6 d'impact, vous voyez? C'est pas un 6 d'impact. Après, en vrai, en plus, il a pas été noté, Tagliafico, pour l'instant. Si, il a été noté, on met quoi plutôt que Barcola? Plutôt que Le Penant, ouais. On va lui mettre +2. Plutôt, ouais. Je sais pas, Barcola, on a quand même mis 5, donc on va mettre Lacazette dans les négatifs, ouais. On va mettre -2, ouais, ça me semble cohérent. Voilà, très bien, nickel. Bon, vous pouvez voter, vous pouvez voter de votre côté, de toute façon, on a les mêmes poids au niveau des votes, donc vous n'hésitez pas à voter de votre côté là-dessus. Toko Ekambi, plus mauvaise note de Rennes sur SofaScore. Alors, j'ai évidemment pas vu le match de Rennes. J'ai vu des mentions qui m'ont dit « Ouah, il a vachement couru, il a vachement pressé ». Et j'ai vu un mec qui a sorti les stats, apparemment, il a perdu une quantité de ballons de ouf. Petite question, penses-tu que si Textor fait sauter Ola, c'est qui appelle Juni pour reprendre le rôle qu'il avait avant, lui laissant les cartes en main? Ça, c'est ma théorie du complot préférée, ça. Ma théorie du complot préférée, c'est Textor qui vire Olas pour rappeler Juninho. Je suis à peu près persuadé que ça n'arrivera pas, mais ça expliquerait pourquoi Olas en remet une couche sur Juninho. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Je vois pas Juninho revenir de toute façon. Je vois pas Juninho revenir. Donc voilà, je pense que il faut oublier ça. Petit point sur les scores en Ligue 1 de ce soir. Alors on a commencé quand même par un score historique. Un score historique puisque Angers, qui menait à la mi-temps, a réussi l'exploit. Ça y est, c'est fait. Angers a battu le record de défaites consécutives en Ligue 1 avec 13 défaites. Toulouse était tout proche il y a quelques années, rappelez-vous. Ils avaient fait match nul contre Amiens 0-0. Ça y est, Angers a réussi. Angers qui compte 8 points. Je ne sais pas si vous avez vu le classement, c'est terrible. Ils ont réussi à se faire remonter par Ajaccio 2 buts. Et ils ont donc enchaîné une 13e défaite consécutive. Attention cependant, parce qu'on joue à Angers dans pas longtemps. On est parfaitement capable de leur donner des puntos. Lille-Clermont, ça avait l'air d'être un match absolument atroce. 0-0, c'est plutôt bon pour l'OL, puisque Lille, c'est l'adversaire en vrai. C'est la 6e place, c'est la cible. C'est la cible optimiste, on va dire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nantes-Marseille, vous avez probablement vu le but de Unai. Voilà, on va quand même replacer le contexte. Unai, c'est 8 millions. Bon, Pathé 6, c'était 6. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Il y a un club qui travaille plutôt pas trop mal et un club qui travaille un peu à la zeub. Vous avez peut-être vu l'info, les mecs du Rayo Vallecano ont expliqué que les négociations pour Pathé 6 ont commencé à 17h hier. Forcément, c'était un peu plus compliqué que ça. Reims-Lorient, encore une victoire renversante de Reims, qui était mené 2-0 par Lorient et qu'en a mis 4, comme quoi Will Steele, c'est quand même la star du moment. Reims qui est toujours invaincu sous Will Steele. Toulouse 3, encore une belle perf de Toulouse aussi. Toulouse, ça bosse bien, comme par hasard, les clubs qui bossent bien s'en sortent bien. Alors, j'ai pas vu les autres matchs, bien évidemment, j'ai juste vu les résumés parce que je regardais l'OL, donc je suis assez surpris de voir que Nice a battu Lens. Terrible, gros coup pour les Lensois, qui vont peut-être même dire adieu au titre. Lyon-Brest, du coup, on vient d'en parler pendant 1 heure. Monaco-Auxerre, c'était un peu chaud, mais Monaco s'en est sorti, même si Auxerre est revenu à 8-2 en fin de match. Auxerre, ça sent très très fort la Ligue 2. On va encore jouer Auxerre juste avant Angers. Attention à pas donner des puntos à Auxerre. Montpellier-PSG, vous avez peut-être vu Montpellier qui a résisté, mais qui n'était pas très très ambitieux. Vous avez eu une disaster class de Mbappé qui a raté un penalty. Il l'a eu à retirer, il l'a re-raté.
Et au moment où le gardien repousse sur lui, il rate le but vite derrière. Mbappé qui est sorti sur blessure. Donc c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour Paris, alors que le Bayern approche là dans une dizaine de jours. Rennes-Strasbourg, 3-0. Doublé de Amine Gouiri et but de Désiré Doué, on en parlait juste avant. Bah, ça tourne bien à Rennes, voilà. Et c'est très très inquiétant pour Strasbourg. Hein. C'est vraiment très très inquiétant pour Strasbourg. Je vais voir si je peux pas vous mettre le classement. Si, normalement ça va s'afficher. Évidemment, ça s'affiche pas comme je veux. Et ben, on va aller se faire foutre. Le classement, du coup, est-ce que je peux le mettre mieux que ça? Non, pas le mettre mieux que ça. C'est pas grave, on va mettre Ligue 1, classement. Voilà, normalement c'est bon. Le classement, juste pour vous montrer que l'Olympique Lyonnais est 10e avec 29 points, mais quand même, puisque si on veut être optimiste, on dira que l'Olympique Lyonnais n'est qu'à 6 points de Lille et Lorient et qu'on va jouer Lille et Lorient. Donc voilà, Lille et Lorient sont quand même encore à portée de tir. Rennes, ça va être compliqué. De toute façon, Rennes joue beaucoup mieux que l'Olympique Lyonnais. Attention quand même, parce que derrière, on a Reims et Toulouse. On est 10e ex aequo avec le 12e. Donc voilà, l'avantage, c'est que la relégation est loin, donc on jouera pas le maintien. On peut quand même oublier que ça. Pour le reste, Paris, qui a toujours 5 points d'avance sur Marseille. Le titre, globalement, sera joué. Enfin, en tout cas, on va savoir si l'OM peut jouer le titre lors du Classico. C'est dans pas très très longtemps. Et derrière, on saura si la saison est pliée ou non. Lens, ça semble de plus en plus compliqué. Monaco, ça carbure bien hein, quand même. Hein. Monaco, ça carbure bien. Les séries de Auxerre et Angers. Ah bah, Auxerre et Angers, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Je pense qu'on peut déjà enterrer Auxerre et Angers. Je ne vois pas comment ils s'en sortent, honnêtement. Déjà parce qu'ils ont des équipes devant qui sont meilleures. 3, Brest, Montpellier, c'est des équipes qui sont moins nulles. Angers, c'est calamiteux. Angers qui peut taper le record de 3, du plus petit nombre de points en Ligue 1, hein, c'est possible. Chez Toulouse, l'équipe qui va récupérer Van Den Bomen gratos, ah bah c'est sûr. C'est génial l'effectif de Toulouse, c'est génial. J'ai vu le mec de Colo Colo là. C'est rigolo quand même. Ce recrutement, il est trop marrant. On a fait nul à l'aller contre Angers. Non, on les a tartés 5-0. On les a tartés 5-0, Angers, rappelez-vous. C'est le moment où on s'est dit, ah, ça va peut-être fonctionner, puis en fait, ça n'a pas fonctionné. C'était combien 3 de quoi c'était combien 3 Angers a 8 points depuis le début de la saison, 11 retards sur le maintien, c'est même pas une question de savoir s'ils descendent. Non, mais je pense que Angers prépare sa descente. Hein. Il n'y a pas un monde où ils réussissent à remonter 11 points sur 3, je pense. C'est pas possible. C'est tout à fait impossible. C'était pas Arles. Il me semble que c'était 3, c'était 16 points, si je dis pas de bêtises. Vous savez quoi, on va regarder, hein, on doit les avoir. Ligue 1. Il n'y a pas moyen de changer l'année, là? Non? Bon, on peut pas, malheureusement. La 6e place est qualificative pour l'Europe. Alors non, théoriquement, oui, mais non. Les 2 premières places sont qualificatives en Ligue des Champions, la 3e c'est pour les barrages, la 4e c'est pour l'Europa League, et la 5e c'est pour l'Europa Conférence. Sauf si le vainqueur de la Coupe de France est une équipe déjà qualifiée. Auquel cas la 6e devient qualificative. Ça a souvent été le cas par le passé, mais imaginons que, je sais pas, Toulouse gagne la Coupe de France, ça se trouve ils sont déjà éliminés, hein, j'en sais rien, j'ai pas suivi. Si Nantes gagne la Coupe de France, comme l'an dernier, la 6e place n'est pas qualificative. Donc la 6e place est qualificative si PSG, Marseille ou Lens va gagner la Coupe de France. Ou Monaco ou Rennes, enfin vous voyez. Ou si on gagne la Coupe de France. Un seul homme peut sauver Angers, il s'appelle Duprat. Voilà, donc non, on peut quand même on est toujours en droit d'espérer une 6e place. Je vous rappelle que c'est la Ligue 1 et que la Ligue 1, vous enchaînez 3 victoires, vous êtes là. Hein. Vous êtes là. Lyon va jouer Lorient, Lyon va jouer Lille, Lyon va jouer Auxerre et Angers. Bon, et 3, les prochains adversaires de l'OL, ils sont là quand même. Hein. C'est 3, Auxerre, Angers. Après, il y avait Brest, on n'est pas capable de gagner contre eux. C'est pas mort encore. Hein. La saison n'est pas morte et enterrée. En tout cas, si, elle est morte et enterrée pour les ambitions de podium ou de top 5. Mais la 6e place, elle n'est pas morte encore. Lorient va nous faire l'amour. C'est fort possible. C'est fort possible. Vous avez le droit d'être pessimiste. Je suis moi-même pessimiste. Mais c'est fort possible. Mais voilà, bref. On a terminé. On a terminé pour ce débrief. C'est bien, ça nous fait 1 heure. On est bien au niveau timing, hein. on est pas mal, on est pas mal. Ce sera en rediff comme d'hab sur YouTube pour ceux qui sont arrivés en cours de route. N'oubliez pas de lâcher des pouces quand ça sort, ça fait toujours plaisir. Les vues montent, tout simplement. Les vues montent. Alors c'est normal, on a fait un peu moins de vues sur la victoire face à Ajaccio, mais les vues montent. Hein. Donc voilà, merci à vous de mettre des petits commentaires, des petits pouces, ça fonctionne. On a passé 3000 abonnés sur YouTube, il y a la vidéo sur le Mercato qui a fait 15 000 vues, donc franchement merci, ça fait très plaisir, c'est très cool. Et c'est Parion Sport qui est content, puisque je vous le rappelle, hein, on l'a pas dit aujourd'hui, c'est Parion Sport qui finance tout ça, donc merci Parion Sport, parce que sans ça, il n'y aurait plus de débrief. Voilà. Donc Lens 17 points, le pire total. C'était quand Lens
En même temps, gros taf. Alors oui, après, il faudrait que je refasse un peu la DA, vous voyez. Faudrait que je mette un environnement graphique un peu poussé. J'ai un copain à qui j'ai promis de faire ça. Il faut que je le fasse, juste j'ai pas le temps. La petite chaîne qui monte, bah oui. Ouais. On attend la vidéo YouTube sur Olas. Je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que j'ai une grosse mission en ce moment et je manque de temps. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire cette vidéo-là. J'aimerais bien, il faut que je trouve le temps de l'écrire. Non, le Paint ne bougera pas par contre. On continuera de faire des notes sur Paint parce que c'est rigolo. Mais tout l'environnement graphique, il est un peu vieillot et je pense qu'il faut le pimper un petit peu. Tu sais, c'est quoi le pourcentage de non-supporters lyonnais? Tu n'as absolument aucune idée. Mais j'ai souvent des commentaires de gens qui me disent « Je suis pas supporter lyonnais, mais je trouve tes débriefs cool et tout. » Et je trouve ça très marrant parce que c'est quand même très partisan comme débrief. Il y a même des mecs qui me disent « Tu veux pas faire des débriefs d'autres clubs et tout ?» Mais il y a une partie de gens qui sont pas supporters lyonnais qui écoutent les débriefs. Donc on les salue déjà, merci à vous. Mais c'est très marrant. Donc je trouve ça très cool. T'as teasé en début de stream. Bah oui, on va essayer de... Je vais essayer de la faire cette vidéo. Je vais essayer de la faire. Prochaine échéance, bah du coup c'est pas compliqué, ce sera ce week-end. Je sais plus à quelle heure il est le match déjà. Il est à quelle heure le match? Samedi 19h contre 3. Bah ce sera samedi 21h pour le débrief. Voilà, samedi 21h, débrief 3 Lions. Et derrière, ce sera mercredi en Coupe de France. Donc on aura un débrief à 20h15, mercredi 8 février. Voilà pour la suite des événements. Il n'y aura probablement pas d'autres lives parce que je suis débordé complet. Il y aura peut-être un live mardi avant la Coupe de France, mais je ne peux pas vous le garantir. Et puis bah voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais vous envoyer en raid, comme d'habitude, chez quelqu'un. Chez qui je vous envoie? Chez qui je vous envoie? Vous voulez aller chez qui? Vous voulez aller chez qui là? Je ne vois pas grand monde en live là. Vous voulez aller chez qui? Vous voulez aller chez MV? Vous voulez aller chez Daz? Il joue à Valheim. Bon, tant pis, bah on va chez personne. On va chez personne. Chez Tagliafico. Oui, bon, moi aussi je vais aller chez Tagliafico. Ouais. Max Poisson. C'est qui Max Poisson déjà? Ça joue à Isaac. Chez Violardon. Il est en live, Violardon? Ah oui, il est en live, Violardon. Bah, on va vous envoyer chez Violardon. Voilà. Allez, bisous. À bientôt. Et rendez-vous pour le débrief du match de ce week-end. Allez, ciao. À bientôt. Merde, la transition, c'est pas faite.